Île Maurice, mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien par la voix des Mauriciens. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude. Île Maurice, mon amour. 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 En 2020, vous avez découvert l'île Maurice au travers des récits intimes d'Éric, de Joshila, de Mélanie, de Ritesh et de bien d'autres. Pour cette deuxième saison d'Île Maurice, mon amour, nous vous proposons d'écouter d'autres histoires et d'autres trajectoires. Celles de femmes et d'hommes mauriciens, partis un jour construire leur vie ailleurs. Bienvenue dans la saison 2 d'Île Maurice, mon amour. Comment vit-on à l'île Maurice quand on se sent différent ? Quel est le poids des traditions et des non-dits ? L'expatriation peut-elle être la solution pour vivre en phase avec ses aspirations ? Raoul est originaire d'un petit village mauricien. À l'âge de 11 ans, il déménage dans une grande ville des Rocheuses aux États-Unis. Entre les après-midi au mall et les virées entre amis, il y vit une adolescence qui aurait presque pu le rendre heureux s'il n'avait un secret à cacher. À l'âge de 15 ans, donc je rencontre cette fille. Donc là, je me dis, elle est sympa, on s'entend bien, donc on sort ensemble. Je pensais que mon père allait être soulagé que son fils sorte avec une fille, et finalement, j'ai pas vraiment eu ça. Donc, je m'appelle Raoul, j'ai 46 ans. Je suis originaire de l'île Maurice. On a un peu voyagé avec ma famille, on était un peu aux États-Unis et finalement, donc, j'ai atterri ici à Aix-en-Provence. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis à Aix. Comme pas mal de Mauriciens qu'à l'époque, donc c'était dans les années 70, je suis né à Réduit. J'ai passé la plupart de mon enfance dans un petit village qui se trouve à l'est de Maurice. Donc, j'ai vécu mon enfance, toute mon enfance, là-bas. Comme c'est toujours le cas dans pas mal de familles, il y avait la maison de mes grands-parents qui était au rez-de-chaussée, la maison de mes parents avec mon frère et moi. Nous, on était au premier étage, donc juste au-dessus de la maison des grands-parents. Et il y avait la maison d'un de mes oncles à droite et de l'autre oncle à gauche de notre maison. Même si chacun vivait sa vie, se voyait quand même assez régulièrement. Il y avait des champs de canne juste derrière la maison. Avec ma cousine, mon cousin et mon frère, on allait à l'aventure. On partait à l'aventure, tous les quatre comme ça, avec nos vélos. Souvent, on préparait aussi des petites salades de fruits, et c'était des fruits qui venaient du jardin de mes grands-parents. Donc, on partait à vélo et après, on s'arrêtait et on mangeait ces petites salades. Donc, on faisait ça assez régulièrement. Je pense quasiment tous les week-ends. Petit, j'étais assez doué à l'école. Mon père, il était toujours derrière moi pour s'assurer que je travaillais bien à l'école. Donc, je passais beaucoup de temps devant la télé aussi. La télé, c'était un peu comme ma meilleure amie. Est-ce que j'aimais pas trop le foot ? Mon père, lui, le foot, c'est sa vie. Il joue toujours, en fait. Il joue encore au foot. Tout petit, déjà, lui, il pratiquait le foot. Et moi, j'étais pas très doué. Le foot, etc., c'était pas trop mon truc. À l'école, au lieu de, comme c'était souvent le cas, donc les garçons jouaient au foot, et moi j'étais plutôt avec mes copines. Petit, j'étais le chouchou des profs aussi. Donc à la maison, donc on avait nos repas ensemble. Ma mère cuisine très bien, donc je commençais à cuisiner aussi, tout jeune, j'étais tout petit. Cette enfance était vraiment très heureuse. Il y a eu un gros changement dans ma vie quand j'ai eu 11 ans.
pour des raisons professionnelles, pour le travail de mon père, on est allé vivre aux États-Unis. Je pense qu'une des raisons qui a sans doute motivé mes parents pour partir aux États-Unis aussi, c'était le fait que quand ils sont mis ensemble, on est hindous dans la famille et ils ne sont pas de la même caste. C'est vrai qu'à l'époque, ça posait un peu problème, qui a fait que leur union quelque part a été un peu problématique. À l'âge de 18 ans, ma mère est partie de chez ses parents et c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Donc, n'étant pas mariés et habitant sous le même toit, voilà pourquoi mes grands-parents paternels ont fait le mariage assez rapidement. Vu qu'il y avait des tensions un peu des deux côtés de ma famille, donc ils ont peut-être aussi, pour avoir un peu de liberté, décidé de partir vivre dans un autre pays pour être un peu loin de tout ça. Quand on est parti, je me souviens qu'il y avait pas mal de personnes présentes à l'aéroport pour les au revoir, pour les adieux. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes que j'ai jamais revues. C'était à la fois triste et à la fois joyeux. Mon frère un peu moins. Moi, j'étais tout excité de partir aux États-Unis et de vivre vraiment une nouvelle vie. Parce que c'est vrai que depuis l'âge de 6 ans, je sais que je suis homo, même 5 ans. Parce que j'étais attiré par les garçons, qui avaient le même âge que moi. Les filles, ça me disait rien. Je pense que mon père, il a toujours un peu su, enfin plus ou moins su, parce qu'à chaque fois, il faisait des commentaires. Il disait, oui, toi, le foot, c'est pas ton truc, t'es comme les filles, tu aimes les autres trucs. Et donc, c'est vrai que quelque part, il devait le savoir. L'homosexualité à l'île Maurice, c'est encore maintenant, c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui n'est pas comprise. Donc, dans ma tête, j'étais très, très content de pouvoir vraiment vivre ça aussi, quelque part, d'une façon assez libre. C'est ce que je pensais. Hein. Je pensais que, à l'âge de 11 ans, que naïvement, qu'aux États-Unis, dans l'État du Colorado, ça allait vraiment être que j'allais mieux vivre ma vie, sans stress, sans gêne, sans jugement de personne. Donc là, on s'en va de Maurice avec mon frère et mes parents. Et dans l'avion, vu que c'était la première fois que je prenais l'avion, on avait escale à Paris, je me sentais pas très bien. L'estomac, ça allait pas du tout. Et donc le vol n'a pas été très facile pour moi. 45 à l'heure locale. Une fois qu'on atterrit donc à l'aéroport de Houston, l'officier de l'immigration voyait que j'allais pas bien, donc il m'a demandé si tout allait bien. Et donc là, j'ai répondu que mon estomac, ça allait pas trop. Donc il m'a donné un bonbon. Je me souviens vraiment de ça comme accueil aux États-Unis. Donc c'était quelque chose d'assez plaisant et d'assez chaleureux. Et donc, mon arrivée aux États-Unis a très bien démarré. On arrive dans le Colorado, donc il faisait nuit, donc c'était après un long voyage avec plusieurs escales. Malgré la fatigue, j'étais vraiment très excité, très heureux de cette nouvelle aventure dans cette nouvelle ville qui se trouve... En fait, j'étais un peu surpris. Mon père, il avait déjà des contacts sur place qui étaient venus nous chercher à l'aéroport et aussi qui nous avaient emmenés dans notre nouvelle maison. Le soir même, donc, j'ai pas pris connaissance du paysage. Je voyais beaucoup de lumière et tout. Ce n'est que le lendemain que j'ai découvert les Rocheuses. Enfin, donc les montagnes avec le ciel bleu, c'était juste magnifique. Donc avec des grandes maisons, vraiment à l'américaine, dans les années 80, fin 80. Aux États-Unis, c'est comme ce qu'on voit un peu à la télé, dans des anciennes séries. Donc il y avait vraiment ce côté aventure qui était présent tout le temps. Donc, là, je commence l'école. Ça devait être au mois d'août-septembre. Je commence l'école et là, je m'intègre super bien à l'école. Je m'entends très bien avec mes camarades de classe. Tout se passe très bien et j'arrive aussi à avoir de très bonnes notes à l'école. Le collège et le lycée se passent très bien. Pour mon frère, un peu moins.
l'adaptation, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais pour moi, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Et j'avais pas vraiment ce poids que je portais à Maurice de devoir cacher ce que j'étais. C'est vrai qu'aux États-Unis, dans les années 80, fin 80, début 90, il n'y avait pas vraiment, surtout dans la ville où on habitait, une grande mixité, mais c'était vraiment le début du changement démographique de l'État du Colorado. Par la suite, il y a eu plusieurs vagues d'immigration de personnes de toute origine qui sont arrivées dans le Colorado. Mais malgré le fait qu'il n'y avait pas cette mixité, je m'entendais très très bien avec les voisins, avec tout le monde. On allait passer nos dimanches au mall, dans les centres commerciaux aux États-Unis. Avec mes camarades de classe, avec mes camarades en général, on s'y retrouvait. Et donc, je me souviens, les milkshakes, j'adore ça toujours. Donc, prenez 2 ou 3 dans la journée, si ce n'était pas plus. Avec les cookies, j'adore ça toujours. Donc, j'en mangeais énormément aussi. On passait beaucoup de nos week-ends là-bas, dans le centre commercial. Le ski aussi, mais pas souvent. Enfin, quand on commence à skier à l'âge de 11 ans, c'est un peu plus compliqué que si on skie à l'âge de 5 ans. J'ai mis du temps à m'y faire. Au froid, à la neige, tout cet environnement autour du ski, j'ai mis du temps à m'y faire. Je préférerais passer mes week-ends avec mes amis dans un mall plutôt que d'aller à la montagne faire du ski. Mais sinon, les randonnées dans le Colorado, génial. Il y a des paysages magnifiques, il y a beaucoup de parcs aussi. Et ça, j'ai adoré faire ça. Je me suis rendu compte que c'était quand même assez conservateur comme ville. Ouvertement homosexuel, c'était très compliqué. Et donc là, j'ai dû vraiment faire un peu comme mes camarades de classe. Donc, c'est-à-dire avoir une copine. Je voulais aussi faire plaisir à mes parents pour faire comme eux, donc avoir une copine pour ensuite donc une femme et avoir des enfants. Donc vie amoureuse, à l'âge de 15 ans, donc je rencontre cette fille et donc là je me dis bon bah elle est sympa, on s'entend bien, donc on sort ensemble. Ça a duré 2 ans. Je pensais que mon père allait être soulagé que son fils sorte avec une fille et finalement j'ai pas vraiment eu ça parce qu'il y avait encore quelque chose qui allait pas. Sa mère étant veuve, elle sortait avec d'autres hommes, donc pour mon père c'était pas très bien vu. Donc que son fils sorte avec la fille d'une femme qui change d'homme fréquemment. Après le lycée, donc l'université c'était dans la même ville. J'intègre une université. Une bonne université d'ailleurs aux États-Unis, elle est très bien cotée. Tous les étudiants doivent, surtout les étudiants de première année, doivent habiter sur le campus. Donc je suis sur le campus. Donc le campus, c'est vraiment un campus à l'américaine. Donc c'est comme un village. On n'est pas vraiment obligé de sortir du campus. Et donc là, j'ai un peu plus de liberté. J'ai un autre groupe d'amis. J'arrive aussi à rencontrer des étudiants qui sont ouvertement homosexuels. Et j'intègre le club LGBT de la fac, de l'université. Et là, je me sens un peu mieux, un peu plus soutenu, un peu plus de compréhension aussi. Et là, un peu plus de liberté. La ville dans laquelle je vivais, où était aussi mon université, c'était quand même une toute petite ville et les gens étaient assez conservateurs. C'est la ville la plus conservatrice du Colorado. Je me disais, est-ce que je me vois vraiment passer encore plusieurs années ici ou est-ce que je pars à la découverte d'un autre pays, d'une autre ville? Et en même temps, mon colocataire de l'époque voulait aller passer une année en Espagne. J'étais vraiment amoureux de mon coloc. C'était vraiment, je sais pas comment l'expliquer, donc une histoire d'amour, mais il s'est jamais rien passé. Il y avait quelque chose entre nous. Et donc, pour moi, je me sentais pas de passer toute une année sans lui. Et donc, je me disais, Espagne, sud de la France, je pourrais peut-être y aller. Donc, je me suis renseigné. Là, j'ai vu qu'à Aix-en-Provence, je pouvais
venir passer une année et transférer tous mes unités de valeur, tous mes crédits à mon université aux États-Unis. La vie à l'européenne aussi, je savais que c'était fait pour moi. J'étais de plus en plus convaincu, donc je me disais, la France, je pense que je m'y sentirais très très bien. Quand on est mauricien, on vit quand même la culture francophone, la culture française. Donc je décide de passer cette 3e année à Aix-en-Provence. La décision de partir passer une année en France n'a pas vraiment été bien accueillie par mes parents, surtout par mon père. Il me disait, je pense que je te connais suffisamment bien, tu vas partir en France et tu vas faire la fête tout le temps. Et aussi, il était un peu inquiet par rapport à mes études. Jusqu'à présent, pour les études, j'avais 20 sur 20, donc pas de soucis de ce côté-là. Et lui, il pensait que vivant dans le sud de la France, avec le soleil qui est omniprésent, avec les bars, les boîtes de nuit, il avait un peu peur que je délaisse un peu mes études. J'ai pu le convaincre, heureusement. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, au lieu d'une spécialisation, je ferai 2 spécialisations. Et en plus de ça, j'aurai une sous-spécialisation aussi. Je me spécialise en économie. Ma double spécialisation allait être le français. Et en sous-spécialisation, l'espagnol. Donc j'arrive à Aix. Mes premières heures, mes premiers jours à Aix, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Ce poids que j'avais dans le Colorado et aussi à Maurice de ne pas pouvoir être moi-même, ça avait complètement disparu. Je ressentais vraiment cette liberté et donc c'est vraiment là où, ici à Aix, que j'ai l'impression que ma vie a vraiment commencé. J'ai un cercle d'amis top, on s'entend très très bien, on se voit toujours. Donc cette nouvelle vie, c'est à la fois les études, mais en même temps, cet équilibre que je n'avais pas vraiment dans le passé, de pouvoir profiter de la vie. On sort pas mal, on va dans des cafés, il y a beaucoup de restaurants à Aix, donc on fait beaucoup de restaurants aussi. Et on cuisine ensemble aussi, avec mes nouveaux amis. On découvre aussi la région, donc presque tous les week-ends, on part à la plage, dans des petits villages autour. Ou sinon, même un peu plus loin, on va à Nice, on va à Monaco. Et après, il y a quand même le ski qui reste. Mais c'était pas la fréquence du Colorado. Donc là, c'était génial. J'étais vraiment moi-même. J'avais trouvé cet équilibre. Donc resto, amis, cuisine, plage, c'était vraiment idéal. Une des conditions pour intégrer l'école dans laquelle j'ai passé cette année, c'était de vivre chez une famille aixoise. Et donc, j'arrive dans cette famille aixoise. Donc, le papa avait un restaurant à Aix et l'appartement était plein centre-ville. Et la maman était prof de danse. Et ils avaient 2 enfants, 2 garçons, et c'était, je les appelais, ils m'appelaient aussi leur frère. Quand on a évoqué l'homosexualité avec la mère de cette famille, c'était pas du tout tabou. Ah, mais oui, ici, tu sais, à Aix, en France, c'est normal. C'est pas comme dans le Colorado. Une des raisons principales de ma décision de venir à Aix, c'était justement de pouvoir être très très proche géographiquement de mon ancien colocataire. Pendant toute cette année, on s'appelait très souvent pendant nos conversations. Donc c'est vrai qu'il m'avait dit, tu sais, en Espagne, les gens s'en foutent des homos, ils sont vraiment très bien acceptés. Ça m'avait un peu interpellé parce que d'utiliser ce mot, ce terme, c'est la première fois qu'il le faisait. Finalement, on s'est vu que 3 fois. On s'est vu 2 fois à Aix et 1 fois à Madrid. Il s'était toujours rien passé. C'était une amitié très forte, mais il y avait quand même... c'était plus que juste une amitié. Donc, il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Si on bascule, à ce moment-là, cette amitié s'en va. À la fin de cette 3e année passée à Aix, c'était déchirant. C'était assez horrible de devoir repartir, même si j'adore le Colorado, mais Aix, je savais que ça allait avoir un gros impact sur ma vie une fois de retour aux États-Unis. Donc j'arrive pour finir ma 4e année aux États-Unis. Et là, Aix, la France me manque énormément. Concours de circonstances, j'arrive pas à faire transférer un de mes cours, qui fait que il me manquait un cours pour finir mes études à temps.
je devais logiquement rester encore un semestre à l'université dans le Colorado. Au mois de février 2001, je me rends compte que je suis pas obligé de rester encore un semestre. C'était trop tard pour postuler pour faire un master ou pour trouver un boulot. C'était trop tard pour les États-Unis, pas pour la France. J'ai postulé à des universités en France. J'ai été accepté à Aix. Le hasard fait bien les choses. Je reviens à Aix, je revis, je retrouve tous mes amis. C'était comme si on s'était jamais quittés. Et c'est vraiment des amitiés très fortes, très puissantes, très honnêtes aussi. Je m'inscris à la fac. Passe un peu de temps aussi à Paris. Je travaille à Paris pendant presque un an dans une banque. Quelques mois avant de partir à Paris, je rencontre quelqu'un. C'est vraiment le coup de foudre. Il est très charmant, on s'entend bien. Donc très rapidement, on décide de vivre ensemble. Donc là, c'était vraiment la vie de couple dont j'ai toujours rêvé. Donc recevoir des amis, aller chez des amis, sortir ensemble. Tout petit, j'ai toujours rêvé de ça. C'était mon rêve qui se réalisait. Par contre, professionnellement, c'est dans le domaine de la finance, c'était vraiment Paris. J'arrive à Paris, on reste ensemble pendant mon année à Paris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trajets, souvent les week-ends je suis à Aix. Sinon lui, il se déplace à Paris aussi. Donc même si c'était une relation à distance, on a su vraiment se voir toutes les 2 semaines, si ce n'était pas toutes les semaines. Finalement, Paris, je me rends compte que c'est pas vraiment qu'Aix me manque trop. Donc là, je reviens à Aix, je reprends mon ancien appartement, donc on revit ensemble. On fait quand même beaucoup de voyages. Souvent, c'est soit aux États-Unis, quelquefois à l'île Maurice. Et aux États-Unis, c'était pour des mariages ou sinon pour revoir mes amis. Quand on partait, je le présentais pas comme mon amoureux, mais plutôt comme mon colocataire. Jusqu'en 2008, où on s'est rendu au Canada, où vivaient mon oncle, ma tante et mes 2 cousines. Ma cousine finissait ses études de lycée, donc il allait y avoir toutes ces cérémonies à l'américaine. Au Canada, c'est pareil. Donc elle m'avait demandé d'être là parce que j'étais un peu comme son frère. Elle aurait bien aimé que je l'accompagne pour le bal de fin d'études. On arrive chez mon oncle et ma tante, et je pense qu'ils ont compris que c'était mon compagnon, que c'était pas juste mon colocataire. À la suite de cette visite, dans ma famille, ils commençaient à se poser des questions sur moi. Et là, mes parents ne voulaient plus que je revienne chez eux avec lui. Donc ils m'ont dit, en fait, ça serait bien que tu viennes, mais tout seul. C'est vrai qu'entre-temps, ils étaient repartis à Maurice et on avait acheté un appartement ensemble. C'est passé en 2010-2011. Je pense que ça devenait un peu plus clair pour eux. Ils voulaient pas trop que les gens soient au courant, que la famille soit au courant. Donc quelque part, ils voulaient pas du tout en parler. Et ça a duré quelque temps. Donc j'allais tout seul. Et lui, il restait à Aix, et c'était quand même c'était triste parce que ça l'a vraiment marqué. D'aborder le sujet de l'homosexualité, même si en fait dans les textes sacrés hindous et bouddhistes, normalement ça doit pas être tabou. C'est mentionné dans les textes sacrés hindous et bouddhistes que c'est pas du tout condamné, c'est normal, comme ça doit l'être. Ça reste quand même tabou. En plus, à Maurice, c'est comme un petit village. Les gens parlent beaucoup. Et mes parents, du qu'en dira-t-on, ils s'inquiètent beaucoup de ça. Même si je veux en parler, leur rejet, qui me rejette, ça me tracassait beaucoup. Et donc, je savais que ça allait venir un jour, mais je voulais que ça arrive le plus tardivement possible. Et effectivement, en 2015, la veille de mon départ pour revenir à Aix, mon père me pose la question clairement. Il me dit est-ce que t'es gay? Et là, pouf. En plus, j'étais au volant. C'est quelque chose. Tous mes amis, tous mes proches
savent que je déteste conduire. Et donc là, il me sort cette question. Et il faut que je sois honnête. Donc je lui dis oui. Oui, papa, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours su. Cette conversation, elle est vraiment... ça m'a un peu bouleversé quand même. Ça l'a bouleversé encore plus. Ça a bouleversé encore plus mon père. Ben là, il avait confirmation de ce qu'il a toujours craint, ce qu'il a toujours redouté. Et donc là, ces mots qui sortent de sa bouche et de ma bouche aussi, ben, je lui dis, papa, je l'ai toujours su. Et là, il me dit, mais t'es sûr? Mais comment c'est possible? Je dis, papa, tu sais, à l'âge de 5 ans, je le savais déjà. J'ai essayé avec les filles, mais c'était pas du tout... ma vie, c'est pas ça. C'est je n'aime pas les filles. Et là, elle me dit, mais t'es sûr? Tu veux pas juste ne rien faire comme les moines? Et là, je fais, papa, ben non, soyons réalistes. Il me dit, mais comment vous faites? Je m'attendais pas du tout à cette question, c'est tellement personnel. Et donc, venant de lui aussi, ça m'a un peu choqué. Et je dis, ben, on fait comme on fait. Et c'est pas aller plus loin. Donc, le reste du trajet était assez... ça m'a paru long, ça m'a vraiment paru une éternité. Quelques mois plus tard, mon père m'envoie un mail, il me dit « J'ai compris que tu avais l'intention de venir passer les fêtes de Noël avec nous. Sache que ta mère et moi ont décidé qu'on n'aimerait pas que tu viennes, que tu restes à Aix, que tu ailles où tu veux, mais que tu ne reviennes plus chez nous. » Et donc là, c'était horrible, atroce. Mon histoire d'amour, finalement, se termine. Je sais que une des raisons, c'est parce qu'il n'a jamais été accepté par ma famille. Au bout de 17 ans, on se sépare. Je rencontre quelqu'un d'autre. Là, je me dis, je ne vais pas me laisser faire. En plus, il y a eu toute cette crise Covid, avec les confinements, avec le fait de ne pas pouvoir voyager. Ça a quand même bouleversé pas mal de vies, y compris la mienne. Et là, je me suis dit, bon, ben, si mes parents, avec ce qu'on a vécu avec la crise Covid, ils me disent encore de venir tout seul, je ne les veux plus dans ma vie. L'été 2022, j'ai dit, ils savaient que j'étais plus avec mon ex, que j'avais un nouveau compagnon. Ils m'ont dit, non, pas directement, c'est ma belle-sœur qui me l'avait appris. Je fais OK, d'accord. Et là, l'année dernière, je réessaye. Et là, j'ai encore un refus. Et donc, j'envoie un message à mon père. Je dis, en fait, depuis toutes ces années, tu n'as jamais essayé de me comprendre. T'as honte de moi. Tu penses que l'homosexualité, c'est quelque chose de mauvais. Et donc, je ne veux plus t'avoir dans ma vie. J'ai envie de me sentir bien dans ma peau aussi. Et donc là, pendant 1 an, j'ai vraiment coupé les ponts. Je gardais contact avec mon frère, ma belle-sœur et mes 2 nièces et mon neveu, mais pas avec mes parents. Et je pense que ça a quand même servi à quelque chose. Ça fait 4 ans et demi maintenant, 4 ans maintenant que je n'y suis pas retourné. Et c'est vrai que l'île Maurice, le paysage, les gens, et surtout la nourriture me manque énormément. Et ma famille, évidemment. Là, on a pris nos billets pour partir à Maurice. On part tous les 2 au mois de juillet et on y reste 3 semaines. On sera surtout chez mon frère et ma belle-sœur et un peu à l'hôtel, un peu aussi dans une villa au bord de mer. On sera aussi chez mes parents. On a repris contact il y a quelques mois. Ça se passe bien et mon père me demande des nouvelles de mon nouveau compagnon. Ils s'écrivent même maintenant. Les choses ont énormément évolué. Heureusement, parce que sinon, je pense que ça aurait été très compliqué pour moi de retourner à Maurice un jour. Finalement, ce petit garçon qui est parti à 11 ans retourne à Maurice, mais retourne avec ses rêves accomplis finalement, professionnellement et aussi dans sa vie privée. Donc, il est heureux dans son couple. Professionnellement, il s'épanouit. Et il vit à Aix, pas à Maurice, mais peut-être un jour. Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice par la voix et la vie de Raoul, dites-le nous
en mettant des étoiles sur votre appli de podcast. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de cette 2e saison d'Île Maurice Mon Amour. Ce podcast vous est proposé par les Hôtels Attitude. Il a été conçu par Fleur Chrétien et monté par Monkey Sound Studio. Île Maurice Mon Amour. Il Maurice mon amour. Il Maurice mon amour. Île Maurice mon amour. Île Maurice mon amour. Île Maurice, mon amour. Île Maurice mon amour. Il Maurice mon amour.